Vous l'attendiez tous avec impatience, le dossier intégral sur le Montreal Screwjob, le finish de match de catch le plus célèbre de l'histoire du catch moderne. Tout a commencé à WrestleMania 12, lors du Iron Man match entre Shawn Michaels et Bret Hart, remporté par Shawn Michaels après la limite de temps. Le Montreal Screwjob, c'est aussi le finish qui a fait naître réellement le personnage de Vince McMahon. On notera que le Survivor Series 1997, lors duquel s'est déroulé le Montreal Screwjob, est le premier pay-per-view lors duquel Vince McMahon n'est plus présent à la table des commentateurs. Et si j'ai tardé un tout petit peu à vous proposer la vidéo, c'est aussi parce que je voulais voir de mes propres yeux, en compagnie de Dimitri, lors des reviews de la Monday Night War, comment est-ce que tout ça avait vraiment germé. Vous allez voir que ça commence à peu près dans le vif du sujet au 20 octobre 1996. Et donc le temps que je traite le Montreal Screwjob, on va avancer largement dans l'année 1997, ce qui veut dire aussi que ce seront ces reviews qui seront disponibles dans l'abonnement privé et exclusif de la clinique, 100% dédié à la Monday Night War, tous les pay-per-view, les Raw, les Nitro. Vous retrouverez bien entendu dans la description le lien pour vous abonner et rejoindre cette communauté exclusive. Le Montreal Screwjob, on se penche sur le dossier en intégralité dès aujourd'hui dans le premier numéro, c'est tout de suite et c'est après le générique. Donc tout commence le 20 octobre 1996, lorsque Bret Hart se trouve en Californie dans sa chambre d'hôtel. Malgré une offre très alléchante de la part de la WCW, Bret décide de rester à la WWE, malgré donc Eric Bischoff et Kevin Nash qui essayent de le convaincre jusqu'à la dernière minute. Le plus gros argument de la WCW, c'est un emploi du temps extrêmement allégé, beaucoup plus light, parce qu'à l'époque, à la WWE, Vince McMahon et ses catcheurs carburaient encore des fois à près de 30 dates par mois. C'était pas la règle, mais c'était absolument pas exceptionnel. Bien entendu, de son côté, Bischoff à la WCW, en plus de tout ça, lui offrait beaucoup plus d'argent. De son côté, Vince McMahon lui offre tout simplement une place prépondérante à la WWE, et ce pendant 20 ans. Alors même s'il y a moins d'argent chez Vince, sa loyauté pèse beaucoup dans la balance, et c'est ça qui va le faire rester. Le deal avec Vince, c'est que Bret toucherait 1,5 million de dollars par an pendant 3 ans, à la suite de quoi il prendrait sa retraite, et ensuite travaillerait dans les coulisses pendant les 17 dernières années de son contrat. Ce qui est déjà intéressant de voir, c'est un tout petit peu le côté hypocrite de Bret Hart qui crie toujours au loup concernant Bill Goldberg qui l'aurait envoyé sur la touche à la retraite lors de Starrcade 1999 suite au coup de pied qu'il a reçu dans la tête. Ça, j'en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos par rapport au fait que la WCW l'a laissé catcher encore après, donc c'est pas uniquement Goldberg qui lui a mis un coup de pied et qui l'a envoyé à la retraite, mais ce que je veux dire c'est que là Bret il est un petit peu comme ça hypocrite lorsqu'en 99 il dit au début 2000 Goldberg m'a envoyé à la retraite, parce qu'à ce moment-là on est fin 96 et Bret Hart a déjà prévu de catcher seulement pendant 3 ans avant de prendre sa retraite, donc 96 plus 3, 99, ce qui veut dire que de toute façon dans sa tête, fin 99, début 2000, il avait en idée de prendre sa retraite et de travailler en coulisses. Mais bon, c'est pas l'objet de la vidéo, mais j'aime bien toujours remettre un petit peu les choses en perspective et dans leur contexte. Dans le cadre de l'offre de Vince McMahon, il était également prévu que Bret s'explique en direct à la télévision. C'est donc tout naturellement que Bret se rend à Fort Wayne dans l'Indiana, où la WWE tient un enregistrement de Raw. Bret fait sa promo, il déclare qu'il a signé le nouveau contrat et qu'il restera pour toujours à la WWE. Alors qu'est-ce qui a bien pu se passer en seulement 1 an, pour que 1 an plus tard, lors des Survivor Series 1997, Vince McMahon décide d'avoir recours à ce fameux Montreal Screwjob pour se débarrasser entre guillemets de Bret Hart qui était devenu un poids. Et on va voir que ce n'était pas que un poids financier. Les quelques mois qui suivent cette annonce de Bret Hart, on voit que Bret change un petit peu son personnage. Il se montre un peu plus agressif, tout ceci est très bien booké, et l'étape suivante qui mènera à ce changement radical, changement de personnage, se tiendra en mars 1997. Le 10 mars 1997, Vince McMahon demande à Bret Hart de faire un heel turn, de devenir méchant pour la première fois depuis près de 10 ans. Avant ce heel turn, on notera quand même, et ça on l'a vu dans les reviews de la Monday Night War, qu'entre octobre 96 et mars 97, même si on n'a pas encore atteint mars, là on a déjà vu sur les derniers mois de l'année 96 que Bret Hart comme ça floute un petit peu
la limite entre le babyface et le heel. Il est tout simplement pour lui, il fait cavalier seul, et il en a un petit peu plein le cul de tout ce qui se passe, il se sent comme la cinquième roue du carrosse, la brebis galeuse, et on voit vraiment que son tempérament se corse, il devient plus agressif, donc il a déjà entamé ce heel turn, j'ai envie de dire, d'une certaine manière. Concernant ce heel turn définitif, au début, Bret Hart refuse l'idée, mais 3 jours plus tard, Vince McMahon lui présente 2 listes. L'une comporte ses adversaires potentiels en tant que babyface. Sur cette liste, on va retrouver Vader, Mankind et Steve Austin. Et il va aussi lui présenter une liste sur laquelle il y a ses adversaires potentiels en tant que heel. Et sur cette liste, on a non seulement Austin qui est un peu entre les deux, mais on a aussi Shawn Michaels et l'Undertaker. Il se dit que c'est peut-être plus intéressant d'opter pour une liste d'affronter des babyface en tant que heel, plutôt que d'affronter des heels en tant que babyface. Donc voilà, il voit plus de potentiel pour sa fin de carrière en tant que heel, d'autant plus que Vince McMahon insiste beaucoup sur le fait que Bret pourrait redevenir babyface sur les derniers mois de sa carrière pour l'envoyer à la retraite de la plus belle des manières en tant que grand gentil adoré du public tel qu'il a été depuis maintenant très longtemps à ce moment de son histoire. C'est lors de WrestleMania 13 que Bret et Stone Cold effectuent ce qu'on appelle un double turn. Bret devient heel, Austin devient face. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, honnêtement, je vous conseille de tout cœur ce combat qui était absolument incroyable, tant dans l'exécution que dans sa storyline. Ensuite, Bret propose lui-même un angle anti-américain, dans lequel il resterait babyface au Canada ou en Europe, et serait un heel absolument énorme aux États-Unis. Suite à ce changement, côté anti-américain, eh bien 6 mois se passent. Pendant ces 6 mois, Bret, anti-américain, se voit rejoint par la Hart Foundation, donc avec Brian Pillman, le British Bulldog, son beau-frère, son frère Owen Hart. Et c'est vrai que cette storyline de la Hart Foundation permet à la WWE d'enclencher un réel tournant dans la manière d'approcher les storylines et vraiment de présenter son produit, un produit beaucoup plus réel, ancré dans les sentiments du quotidien, comme ça, quelque chose de plus cru. À partir de là, tout s'accélère et paradoxalement, les jours passent très lentement tellement les discussions semblent sans fin. Le 8 septembre 1997, c'est la première fois que Vince McMahon et Bret Hart s'assoient l'un en face de l'autre et que Vince McMahon lui évoque très clairement le problème de son contrat. Environ 3 mois plus tôt, Vince McMahon avait dit à Bret que la WWE était dans une très mauvaise situation financière. Il souhaitait réduire la masse salariale de la WWE, dans laquelle on retrouve évidemment le salaire de Bret Hart qu'il souhaite diminuer de plus de moitié, soit 750 000 $ par an de moins. Donc passer de 1,5 million à 750 000, quand on est habitué à ces chiffres, j'ai envie de dire que c'est sûr que ça peut faire un petit peu mal. Par contre, Vince propose de mettre les 750 000 $ manquants dans une sorte de cagnotte qui s'accumulerait et qui serait ensuite reversée intégralement à Bret lorsque la santé financière de la WWE serait plus clémente. Là-dessus, malheureusement, Bret refuse catégoriquement. Et seulement 12 jours plus tard, la WWE propose un pay-per-view depuis l'Angleterre qui s'appelle One Night Only. Ce pay-per-view, il a lieu le 20 septembre 1997. Et à peine 1 heure avant le début du show, Vince McMahon demande au British Bulldog, le beau-frère de Bret Hart, qui était alors champion européen, de perdre son titre. Perdre son titre sur ses terres en Angleterre, perdre un titre européen en Europe, au profit de Shawn Michaels. Le Bulldog est très surpris, car en effet, voilà, quelques heures auparavant, il était encore question qu'il batte Shawn Michaels, d'autant plus que, comme je l'ai dit, le Bulldog est anglais et que le show se déroule en Angleterre. Mais Vince McMahon lui explique qu'il s'agit là d'un plan long terme, dans lequel il veut refaire un immense pay-per-view en Angleterre, genre 60 000 personnes, un peu comme le SummerSlam 1992, lors duquel d'ailleurs le British Bulldog avait battu Bret Hart devant 82 000 personnes au stade de Wembley, et donc voilà ce gros show lors duquel le Bulldog regagnerait son titre. Donc c'est un petit peu le même scénario que le Royal Rumble 1997, lors duquel Shawn Michaels, qui venait de perdre face à Sid lors des Survivor Series 96, regagne son titre des mains de Sid à San Antonio, Texas, à la maison. Donc bien que ça ait un sens, c'est quand même assez bizarre que Vince McMahon se réveille comme ça subitement 1 heure avant le pay-per-view et lui balance des plans soi-disant long terme, parce que les plans long terme en général, ils macèrent, on les réfléchit pendant très longtemps avant de se dire allez, on y va. Donc là, le mec il s'est réveillé 1 heure avant le pay-per-view, dire tiens, j'ai un super plan très long terme pour toi, mais ça commence par une défaite ce soir. Un petit peu bizarre. Et à peu près à la même époque, Vince McMahon avait aussi demandé à Bret Hart de commencer à travailler avec Shawn Michaels. Mais dans les deux sens, personne ne se faisait confiance. D'un côté, on avait Bret Hart qui attendait des excuses de la part de Shawn Michaels pour ce qu'il avait dit concernant ses Sunny Days. Les Sunny Days, c'est lorsque Shawn Michaels avait implicitement fait comprendre que Bret Hart trompait sa femme avec Sunny sur la route. Et de son côté, Shawn Michaels ne disait faire confiance que au British Bulldog, même pas à Owen Hart, et il avait également dit à Vince McMahon qu'il refuserait de bosser avec Bret Hart, tout simplement. 2 jours plus tard, le 22 septembre 1997, nous sommes au
Madison Square Garden de New York, et ce soir-là, Vince McMahon se mange son premier stunner de l'histoire, mais ce n'est pas tout. Vince est au pied du mur. Il dit à Bret Hart qu'il va être obligé de manquer aux obligations de son contrat, car il ne peut plus le payer aussi cher. Il dit même à Bret que s'il veut gagner plus d'argent, il ferait mieux d'aller à la WCW. Mais Bret n'est absolument pas enchanté à l'idée de quitter la WWE pour la WCW. Lors de sa signature en 96, Bret avait négocié une clause tout à fait particulière dans son contrat. Il a le droit de quitter la WWE avec un préavis de 30 jours. 30 jours pendant lesquels Bret Hart dispose de ce qui est mentionné dans le contrat en tant que contrôle créatif raisonnable. En gros, ça veut dire qu'il peut dire non à des décisions de booking qui l'empêcheraient de partir la tête haute. Il est très courant à la WWE, lorsqu'elle sait qu'un catcheur va partir, de le booker un petit peu comme la dernière des schnecks pour qu'une fois qu'il soit ailleurs, en indépendant, au Japon ou chez la concurrence, en l'occurrence à l'époque la WCW, finalement le mec soit perçu par le grand public comme, voilà, je le disais, la dernière des schnecks. Donc, pour ne pas se laisser piéger, Bret Hart a dit non. Je veux le contrôle sur mon personnage de manière raisonnable jusqu'à la fin. D'ailleurs, le terme raisonnable, ça veut dire tout et n'importe quoi, donc c'est aussi un terme un petit peu bâtard, qui n'est pas du tout précis dans un contrat. Mais Vince, il est sérieux quand il lui dit qu'il ne peut plus payer Bret, à tel point qu'il rédige une permission écrite à Bret Hart, l'autorisant à négocier avec la WCW. Bret Hart, à ce moment-là, il capte quand même que ça sent un peu le boudin, et il appelle Eric Bischoff, normal. Même si Shawn Michaels et Bret Hart ont mis un petit peu d'eau dans leur vin et ont accepté de travailler ensemble pour le bien de tout le monde, Shawn Michaels dit clairement qu'il refuse de perdre face à Bret Hart lors de son dernier match, s'il a lieu aux États-Unis. Le 4 octobre, Vince McMahon, dans le cadre du départ de Bret Hart, parce qu'il sait qu'il commence à négocier, on ne sait pas quand il va partir, mais voilà ce qu'il propose à Bret Hart et à tout le monde en termes de scénario. Il propose Shawn Michaels contre Bret Hart au Survivor Series à Montréal. L'Undertaker interviendrait, créant une disqualification. Cela amènerait un Bret Hart contre Undertaker lors du In Your House D-Generation X, le 7 décembre. Lors de ce match entre Bret Hart et l'Undertaker, Shawn Michaels interviendrait, faisant perdre le titre à Bret Hart, de la même manière que Shawn Michaels était intervenu en tant qu'arbitre au SummerSlam 97, ayant justement permis à Bret Hart de gagner la ceinture. La suite serait un Undertaker-Shawn Michaels au Royal Rumble 98, le 18 janvier, tel que c'est prévu et tel que ça va se dérouler, même après le départ de Bret Hart. Et suite à cette proposition, les discussions n'avancent pas, et je trouve ça extrêmement dommage, parce que honnêtement, c'est très clean, c'est assez cohérent, il n'y a pas de... voilà, Bret Hart ne perd pas au Canada, Shawn Michaels ne perd pas aux États-Unis, il y a des disqualifications, voilà. À la limite, ça va, mais je ne comprends pas que ça n'ait pas abouti à ce moment-là, parce que pour moi, c'était la meilleure des options, et quand on va voir la piscine de chiasse qui va s'enchaîner derrière, ils auraient vraiment mieux fait de dire oui, ok, on y va là-dessus à Vince McMahon ce 4 octobre 97. 17 jours plus tard, le 21 octobre. Vu que les négociations n'avancent pas, eh bien Vince McMahon propose pour la première fois à Bret Hart de perdre le titre à Montréal au Survivor Series. Mais toujours en le récupérant lors du pay-per-view suivant, au In Your House, le 7 décembre. Bret se souvient que Shawn Michaels avait refusé de perdre contre lui aux États-Unis et se dit que c'est pas vraiment un bon plan. Et puis franchement, même si tout ça se fait, le 7 décembre, après le pay-per-view, Bret est de nouveau champion. Donc on revient au même problème de départ. Bret refuse de perdre au Canada, ce qui peut se comprendre, vu l'intensité de la feud Bret-États-Unis depuis 6 mois, sans parler du fait que Shawn Michaels lui-même refuserait de perdre aux États-Unis. Donc là, on est vraiment dans une guerre des égos. Et donc là, Vince McMahon dit « Ok, tu gardes la ceinture au Survivor Series, et on va jusqu'au pay-per-view du 7 décembre, le In Your House D-Generation X, et tu perds la ceinture face à Shawn Michaels. » Bret Hart conserve au Canada, Shawn Michaels gagne aux États-Unis. Tout le monde est gagnant, sauf qu'une fois de plus, je sais pas pourquoi, les mecs, ils ont pas dit oui. Le 24 octobre, 3 jours plus tard, miracle. Vince McMahon dit à Bret que la situation financière de la société s'était améliorée, tiens, miracle, et que le montant de son contrat ne lui posait plus de problème. Oui, honnêtement, je doute, parce qu'il y a genre 3 semaines, il disait vas-y, négocie avec la WCW, on n'a plus de thunes. Et là, finalement, je pense qu'il voulait simplement un petit peu lui mentir pour l'amadouer et lui faire des choses qu'il n'était pas d'accord de faire jusqu'à présent. Bret Hart dit à Vince McMahon que la WCW ne lui avait pas encore fait vraiment d'offres sérieuses, qu'il ne voulait pas vraiment partir de la WWE, mais qu'il ne voulait toujours pas perdre face à Shawn Michaels. Néanmoins, l'heure tourne, car les clauses de son contrat font qu'il doit donner son éventuel préavis le 1er novembre. Pourquoi 1er novembre ? Eh bien parce que le contrat de Bret Hart était renouvelé tacitement. Si vous êtes parmi les plus jeunes, qu'est-ce que ça veut dire une reconduction tacite d'un contrat ? Ça veut dire qu'il est renouvelé automatiquement. Mais si on ne veut pas qu'il soit reconduit, renouvelé automatiquement, il faut faire une demande spécifique. C'est un petit peu comme un contrat de téléphone, un contrat d'ADSL ou je sais pas quoi.
Voilà, le contrat il est renouvelé tacitement, mais si vous voulez mettre un terme au contrat, il faut envoyer une lettre à votre fournisseur d'accès. Vous voyez ce que je veux dire? C'est la même chose pour Bret Hart. Il est renouvelé au 1er novembre, donc le 31 octobre, à minuit, 23h59, il doit dire, s'il dit rien, c'est renouvelé, mais s'il veut partir ou autre chose, il faut qu'il le dise. Donc l'heure tourne et c'est ça qui crée encore plus de stress. Ah non, pardon, je me suis gouré, c'est à partir du 2 novembre, donc c'est le 1er novembre à minuit où il doit donner sa lettre. Donc vous allez voir que le 1er novembre, c'est une journée très speed et très haute en couleur. Donc c'est pas une surprise si le 31 octobre, Eric Bischoff, il claque une énorme offre. Dès le lendemain, évidemment, Bret Hart appelle Vince McMahon, il lui parle de l'offre de la WCW, il lui dit « Je veux pas plus d'argent, mais je veux m'assurer d'avoir un véritable avenir à la WWE ». Donc c'est aussi là un petit peu ironique quand on sait la manière horrible avec laquelle sa carrière sera gérée à la WCW. Vince est chez le coiffeur, il lui dit « Je réfléchis, je te rappelle ». Avant que Vince McMahon ne le rappelle, Eric Bischoff a lui aussi rappelé pour tenter de savoir ce que Bret voulait faire. Vince finit par rappeler 4 heures plus tard, et comme il est très malin, Vince McMahon, il dit à Bret qu'il n'a pas de plan, mais que comme il a entièrement confiance en leur relation et qu'il a entièrement confiance dans l'approche professionnelle de Bret Hart, il lui dit « Dis-moi ce que tu as envie de faire ». Comme ça, lui, il s'engage pas, et Bret Hart, il faut qu'il prenne sa décision là dans quelques heures, et en plus il doit lui pondre un avenir de 6-12 mois de ce que Bret voudrait faire à la WWE. Pas con le Vince. Vince en profite quand même pour redemander à Bret s'il refuse toujours de perdre le titre à Montréal, tout en le récupérant à Springfield, là où aura lieu le pay-per-view du mois de décembre. Vince va même jusqu'à lui dire qu'il pouvait prolonger son préavis s'il voulait. Lorsqu'il lui dit ça, Bret Hart lui dit « Ok, donc je peux prolonger mon préavis, mais là tu me l'as juste dit au téléphone, ça n'a aucune valeur contractuelle, donc je voudrais une autorisation écrite. » Car il sait bien voilà, qu'en termes de business, une parole, zéro valeur. Et là, Vince McMahon lui dit « Je peux pas, ce soir je vais au cinéma avec Linda, vois ça avec, je sais plus qui c'était. Ah oui, le directeur administratif et financier de la WWE. » Mais le mec quoi. Donc Bret appelle le directeur financier, hein, le CFO de la WWE, il lui dit « Voilà, Vince McMahon m'autorise à prolonger mon préavis, fais-moi une autorisation écrite s'il te plaît. » Et là le mec lui dit « Oui, enfin, il y a quand même 20 heures, il faut atterrir, je peux pas te sortir ça comme ça tout de suite. » Donc Vince McMahon, double malin le mec. Maintenant il est 19h et Eric Bischoff rappelle Bret Hart et lui présente une offre à laquelle, selon les termes de Bret Hart, on serait fou de ne pas dire oui. En termes de montant, eh bien lors de la première offre que Eric Bischoff avait faite, donc il y a 1 ou 2 jours, on parlait de 3 millions de dollars par an, soit le double de la WWE. Là, si Eric Bischoff rappelle avec une nouvelle offre, on est à plus de 3 millions de dollars par an. Donc effectivement, c'est quand même des sommes assez délirantes, surtout pour 1997. Mais Bret, il veut juste que Vince McMahon lui balance des bons scénarios. Il est 21h, Vince McMahon rappelle Bret Hart, et là bonjour, Jean-Michel instable, il lui dit « Bah finalement, je pense que tu ferais mieux d'accepter l'offre de la WCW », tout en quand même, enfin le mec il joue sur tous les fronts, lui présenter un dernier scénario qui va l'amener jusqu'à WrestleMania. Et voici le scénario que propose Vince McMahon à Bret Hart. Ça commence par une défaite, ça commence mal. Ça commence par une défaite au Survivor Series 1997 à Montréal face à Shawn Michaels. Lors du pay-per-view du 7 décembre, ils font un Final Four avec Bret Hart, Shawn Michaels, Undertaker et Ken Shamrock. À ce moment-là, Shawn Michaels gagne à nouveau. Au Royal Rumble 1998, Shawn Michaels affronterait Bret Hart en match à échelle. Match que Shawn Michaels gagnerait encore. 3 victoires d'affilée. J'imagine la conversation téléphonique et comment Bret Hart doit se dire « Mais il se fout de ma gueule, le gars ». Le lendemain du Rumble, le 19 janvier à Fresno. D'ailleurs, c'est là où Mike Tyson a fait son angle face à Austin. Bret Hart challenge Shawn Michaels pour le titre, une nouvelle fois, et met sa carrière en jeu. C'est-à-dire que là, le Raw du 19 janvier 1998, si Bret Hart perd, il part à la retraite. Sauf que là, il récupère son titre. Et ensuite, il irait à WrestleMania 14, à Boston, contre Austin, qui vient de remporter le Royal Rumble la veille, et perd le titre face à Austin. C'est pas mal, mais ça commence mal avec les 3 défaites consécutives. Parce qu'au niveau de l'ego, je suis pas sûr que Bret Hart encaisse le coup. Et effectivement, Bret Hart, tout de suite, il se dit qu'en fait, il lui présente faussement ce scénario, comme si c'était un truc cool, mais en fait, vu qu'il y a 3 défaites consécutives dès le début, c'est simplement un vrai faux scénario pour que Bret se dise non, laisse tomber, je pars, tu m'as saoulé. Ce qui est dommage, parce que finalement, c'est pas mal quand même cet enchaînement-là. Bret Hart examine quand même un petit peu tout le bordel, et après quelques instants de réflexion, il rappelle la WWE et confirme qu'il a signé avec la WCW avec une clause particulière qui stipule qu'aucune des 3 parties, WWE, WCW ou Bret Hart, n'aurait le droit de parler de ce départ avant le 10 novembre, le lendemain des Survivor Series. Donc là, la décision est prise. On est le 1er novembre, Bret Hart
part, il a signé avec la WCW, mais on a encore 9 jours avant les Survivor Series et vous allez voir qu'on est très loin d'avoir résolu la manière dont Shawn Michaels et Bret Hart vont pouvoir se départager lors du dernier jour de son contrat. Voilà. Donc maintenant que Bret Hart a signé à la WCW, eh bien je pense que c'est le parfait moment pour terminer ce premier épisode. C'est le point clé, un des points clés de cette histoire. Bret Hart officiellement part, mais maintenant il va falloir aller jusqu'au Survivor Series. Et ça, je vous le réserve pour le prochain et les prochains numéros. Donc voilà, on va se donner rendez-vous dans le prochain épisode qui va commencer au 2 novembre 1997. J'espère que cette première partie vous aura plu. Et bien entendu, d'ici à ce qu'on se retrouve sur la chaîne, soit sur ce dossier, soit sur les lives du dimanche soir en faisant des reviews de la WWE, WCW, ECW dans la nuit des temps avec Dimitri, Ishtou et des fois d'autres guests, et bien comme toujours, gardez la passion, portez-vous bien et surtout n'oubliez pas de regarder du catch 24 heures sur 24. Bye bye!